Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Faut-il supprimer le délit de racolage passif? C'est la question que se sont posées hier les sénateurs en séance publique à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi de la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Elle propose simplement de supprimer ce délit de racolage qui, depuis la loi de 2003 sur la sécurité intérieure, était puni de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Jusqu'à présent, c'est le racolage actif qui était sanctionné par une contravention. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle du Sénat. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage public présentée par Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe écologiste. Je tiens à vous rappeler que nous sommes dans un temps contraint. Donc nous démarrons là à 16h30. Nous en avons donc jusqu'à 20h30. Je tenais à le rappeler pour qu'il n'y ait aucun... Ah oui, très bien. C'est 4 heures. C'est 4 heures. On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas réduire et je ne peux pas augmenter le temps. Donc essayons de tenir jusqu'à 20h15. On verra. Ça serait mieux. Voilà. Voilà, nous allons essayer. Je demande alors des efforts collectifs. Merci, Monsieur le Président. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Esther Benbassa, auteure de la proposition de loi. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'histoire de la prostitution et de ses perceptions dans une société est aussi celle des pudeurs de cette société, de ses occultations, de ses transgressions et de ses violences. En ce domaine, comme en d'autres, la France est évidemment tributaire de son histoire. C'est vers 1800, au lendemain d'une révolution marquée par des appels sporadiques en faveur d'une libéralisation des mœurs, que le consulat inaugure une politique cohérente qui marque le siècle et demi suivant. La conviction domine que légiférer en matière de prostitution reviendrait à salir le législateur. Mais une autre s'impose dans le même temps. Il y aurait nécessité de mettre de l'ordre dans le commerce sexuel, de le surveiller, d'éclairer de la lumière purificatrice du pouvoir l'univers obscur de la vénalité. C'est ce qui conduit à soumettre la prostitution à un règlement édicté sur une base municipale, d'abord à Paris. Ainsi est né ce qu'on va appeler le réglementarisme, appelé French System dans d'autres pays, bien sûr dans les pays qui l'ont imité, fondé sur une doctrine philosophique du mal nécessaire, elle-même inspirée d'Augustin. Ce père de l'Église du IVe siècle jugeait les prostituées méprisables, mais il était aussi convaincu que si on les supprimait, les passions bouleverseraient le monde. Cette réflexion d'ordre moral qui guida l'action des auteurs de règlements n'a pas cessé de hanter les esprits d'aujourd'hui. Les auteurs des règlements avaient toutefois une autre hantise, la menace sanitaire qui pesa de tout son poids pour la mise en place des maisons closes. Et c'est bien la fermeture de ces dernières, imposée par la loi du 13 avril 1946, dite Marthe-Richard, qui mit un terme à l'ère réglementariste. L'histoire de la prostitution en France n'est pourtant pas seulement du réglementarisme. Fascination et rejet s'y renforcent mutuellement. Au début de la Troisième République, sous le gouvernement d'ordre moral d'Albert de Broglie, sous la présidence de MacMahon, la question de la prostitution émerge d'une manière aiguë. Huysmans, Edmond de Goncourt, Zola publient des romans qui la prennent pour thème. Et quand les prostituées semblent nécessaires, on met la morale de côté. Pendant la Grande Guerre, l'afflux des prostituées dans les gares venant à la rencontre des permissionnaires paraît justifié.
Et sous l'occupation, encore, les responsables de l'armée allemande, pourtant obnubilés par l'impératif sanitaire, attendent encore de la prostitution qu'elle canalise les pulsions des soldats. L'histoire politique de la vénalité sexuelle oscille ainsi entre le moral, le médical, le social et la considération du mal nécessaire, comme le disait le philosophe Augustin. Elle semble surtout soumise, pour reprendre les mots de l'historien Alain Corbin, je cite, à la peur d'une triple dégradation, celle de la femme prostituée, celle de son partenaire, celle de l'argent et par ce biais celle de l'ordre social. Plusieurs courants de pensée vont s'emparer par la suite du problème. Le prohibitionnisme, né au sein du féminisme compassionnel et prédicateur anglais des années 1870, considère les femmes prostituées comme des victimes qu'il convient d'arracher à leur mauvaise vie. Face à lui, il y a alors, et il y a toujours, ce qu'on appelle, entre guillemets, les abolitionnistes libéraux. Le journaliste féministe du XIXe siècle, Yves Guyot, Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme, qui envisage de dépénaliser les prostituées en 1981, ou encore, plus près de nous, Elisabeth Badinter. C'est dans cette lignée-ci que, pour ma part, je tâche de m'inscrire. Une lignée qui, au nom de la dignité de la femme et de valeurs universelles, condamne à la fois le réglementarisme dégradant et le proxénétisme, mais pas forcément la prostitution. Aujourd'hui, plus que jamais, le débat reste vif. Ce qu'on appelle désormais les abolitionnistes, entre guillemets, qu'on aurait qualifiés avant 1914 de prohibitionnistes, vise à la disparition pure et simple de la prostitution, qui est pour eux et pour elles avant tout une intolérable atteinte aux droits et à la dignité des femmes. D'autres jugent cette position illusoire, tels les signataires d'une tribune parue dans le Nouvel Observateur du 23 août 2012, où Elisabeth Badinter, l'historien du corps Georges Vigarello, la philosophe Elisabeth de Fontenay, le cinéaste Claude Lanzmann et quelques autres se déclaraient notamment contre une pénalisation des clients, parce qu'elle ferait de la personne prostituée une complice du délit et précariserait un peu plus sa condition, comme les délits de racolage aujourd'hui. L'idéologie abolitionniste, si l'on en croit les signataires de ce texte du Nouvel Observateur, reposerait sur deux postulats. 1. La sexualité tarifée est une atteinte à la dignité des femmes. 2. Les prostituées sont toutes des victimes et leurs clients tous des salauds. Or, la prostitution, mesdames, messieurs, est une question bien plus complexe. Les prostituées n'exercent pas toutes sous la contrainte. Et la prostitution ne concerne pas que les femmes. Les hommes aussi se prostituent. Par-delà les représentations littéraires, on songe à Carco, Proust, Gide, Genet, Saxe ou Joindeau. Et par-delà les constats alarmistes des spécialistes de l'enfance, la prostitution masculine est restée un impensé des pouvoirs publics. On oublie les grands boulevards à la Belle Époque, la place Blanche, Montmartre ou Pigalle dans l'entre-deux-guerres, Saint-Germain pendant les 30 Glorieuses, la rue Sainte-Anne dans les années 1970, tous hauts lieux d'une prostitution masculine occultée qui demeure un problème de société mal connu, pas même convenablement chiffré. Quant aux femmes qui font appel aux services sexuels de prostituées masculins, le sujet n'est pas moins tabou, comme celui de prostituées transgenres ou transsexuelles. Reconnaissons cette complexité du phénomène. La prostitution peut être aussi, mais elle ne l'est pas seulement, une atteinte à la dignité au corps des femmes. Nulle position de principe, si généreuse soit-elle, ne peut en épuiser la réalité. Il n'est pas jusqu'au statut juridique de la prostitution en France qui ne soit ambigu. La prostitution chez nous n'est pas illégale, n'est-ce pas? Mais elle est dans les faits seulement tolérée.
Ne sacrifions pas l'abrogation du délit de racolage public instauré par la loi de 2003, une abrogation que j'appelle de mes vœux aujourd'hui et qui est souhaitée par les féministes de toute sensibilité. Ne sacrifions pas sur l'autel de quelque idéologie que ce soit cette abrogation. Cette abrogation ne résoudra pas tous les problèmes, j'en conviens. Elle n'est que le début du chemin. Mais pourquoi tarder à répondre à une véritable urgence? Pourquoi ne pas stopper sans délai le harcèlement dont tant de prostituées se disent victimes? Les témoignages sont accablants de ces femmes arrêtées plusieurs dizaines de fois par an en vain. Certains policiers font certes valoir que grâce à la garde à vue des personnes prostituées qu'autorise la répression de ce délit, ils réussissent à démanteler les réseaux de proxénètes. L'instauration du délit de racolage n'a pas rendu la traque des proxénètes plus efficace. Nous avons les chiffres de la nouvelle chaîne pénale qui témoignent de ce proxénétisme qui n'a pas été bien encadré. En revanche, tous les rapports disponibles, celui de l'IGAS qui vous a été remis, Madame Najat Vallaud-Belkacem, en décembre dernier, ou celui commandé par Médecins du Monde qui vient de paraître, tous soulignent les méfaits induits par la loi de 2003. Dégradation de l'état de santé des prostituées et des conditions de pratique de la prostitution. Augmentation de l'isolement et de la clandestinité, elle-même propice à la multiplication des violences. Développement de surcroît de la prostitution qu'on appelle indoor, en appartement, dans les hôtels, bars, salons de massage, sur Internet, facteurs d'isolement et de vulnérabilité supplémentaires et qui coupent les personnes prostituées des associations de prévention et d'aide. Tout cela, François Hollande le disait lui-même dès le 19 mars 2012 dans une interview donnée au site Seronet. Le délit à la racine de ces mots inutiles a une histoire complexe que je ne retracerai pas. Sa définition paraît en outre bien fragile et la frontière entre racolage actif et racolage passif est bien floue. Ainsi, au regard de la jurisprudence, ne peut être qualifié de racolage actif le simple fait de déambuler sur la voie publique dès que la tenue vestimentaire peut être considérée comme normale pour la période et que la personne n'a fait que répondre à des automobilistes arrêtés à sa hauteur. Cour de cassation 1996, numéro 726. Même chose pour le racolage passif. La Cour de cassation ayant considéré le 25 mai 2005 que le délit n'est pas constitué par le fait de stationner légèrement vêtu la nuit, au mois de juillet, sur le trottoir et de répondre à un client. Tant de souffrances vaines, donc, sur de telles bases. Pour punir qui? Souvent les plus pauvres, les plus précaires, qui ne font cela que pour avoir de quoi manger et où dormir. Tel est le constat, mesdames les ministres, mes chers collègues, qui justifie la proposition de loi que je porte avec le groupe écologiste. Parce que je suis femme et féministe, cette souffrance vaine de tant d'autres femmes m'est insupportable. Parce que je suis d'origine immigrée, je ne puis accepter l'horreur du lot quotidien des personnes prostituées étrangères. Parce que je suis enseignante, je ne puis tolérer que des étudiants et des étudiantes se prostituent pour subvenir à leurs besoins. Et parce que je suis humaniste, je ne puis croire que la pénalisation soit la voie de la rédemption sociale, surtout lorsqu'elle prend comme cible les plus vulnérables des personnes prostituées, pas les escort girls, par exemple, qui ne sont nullement touchées par le délit de racolage, comme d'ailleurs leurs clients aisés ne seraient d'ailleurs pas touchés non plus par la pénalisation du client. L'abrogation du délit de racolage public créera-t-elle un vide juridique gênant? Je ne le crois pas. Faut-il revenir à la situation d'avant 2003 et sanctionner le racolage actif par une contravention de 5e classe, à supposer qu'on puisse clairement
préciser ce qu'il est? Faut-il à tout prix qu'une personne prostituée soit punie du seul fait qu'elle se prostitue, qu'elle paie pour qu'elle comprenne qu'elle pêche? Comment soutenir d'un côté que les prostituées sont des victimes et de l'autre les sanctionner? Mesdames les ministres, mes chers collègues, mettons sur pied une grande loi de prévention, d'insertion sociale et professionnelle, de prise en charge de la santé des personnes prostituées. Si nous voulons sortir les personnes prostituées étrangères de la prostitution, alors inspirons-nous des dispositions en vigueur en Italie, où depuis 1998, si elles sortent du réseau, un permis de séjour de 6 mois leur est accordé, renouvelable pour 1 an si elles trouvent un emploi. L'Italie est le seul pays disposant d'une législation globale permettant aux victimes, qu'elles collaborent ou non avec la police pour dénoncer leurs proxénètes, de recevoir le soutien et l'aide nécessaires. De même, permettons aux transgenres de changer de prénom, même lorsqu'ils n'ont pas subi une opération pour changer de sexe, opération de surcroît très coûteuse. Un prénom sur les papiers d'identité qui correspondent au genre adopté, voilà qui aiderait à leur insertion dans un emploi ordinaire et éviterait à certains et à certaines d'être acculés à la prostitution. Quant aux étudiants et aux étudiantes, aux mères de familles précaires, aux jeunes sans emploi ou à l'emploi précaire, prostituées occasionnelles, donnons-leur les moyens de vivre et de vivre mieux. Songeons enfin aux associations de prévention et d'aide aux prostituées, qui ont vu malheureusement ces dernières années leurs subventions diminuer, ce qui rend leur travail encore plus difficile. Quant à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, elle est assurément une priorité absolue. Donnons-nous-en les moyens, mais sans que la loi vienne encore ajouter à la souffrance et à la stigmatisation des victimes de cette traite. Rien de tout cela n'a à voir avec le souci de la vertu ou de la morale. Il est question là, d'abord, de justice et de protection des plus faibles. En abrogeant sans contrepartie le délit instauré par la loi de 2003, c'est bien œuvre de justice et de protection que nous ferons. Le législateur est là pour cela aussi, pas seulement pour surveiller et punir. Je reprends le titre d'un célèbre livre de Michel Foucault. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Virginie Claes, rapporteure de la Commission des lois. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues, de quoi s'agit-il aujourd'hui? De débattre d'un texte qui comprend 8 mots. L'article 225-10-1 du Code pénal est abrogé. 8 mots, mais quel poids dans ces 8 mots et quelle attente pour, on ne sait même pas combien exactement, 30 000 sans doute, essentiellement des femmes prostituées, qui attendent notre décision aujourd'hui. Des femmes dont tout le monde, et quelques hommes dont tout le monde a reconnu, lors de toutes mes auditions, que c'était d'abord des victimes. Et que cet article 225-10-1 du Code pénal les a confortées dans cette place de victime, les a vulnérabilisées dans cette place de victime, les a fragilisées dans cette place de victime et les a stigmatisées, qui plus est, vis-à-vis du reste de la société, comme si elles n'étaient déjà pas assez. Les a éloignées des soins, les a éloignées du droit, les a éloignées de la possibilité, via les associations, de s'en sortir, de trouver autre chose, de faire autre chose. Le droit français, pourtant, le droit français,
quelles que soient les dispositions qu'il prend, veille toujours à protéger les plus vulnérables, à alourdir les sanctions lorsque les actes sont commis contre les plus vulnérables. Et là, en 2003, le droit français a décidé que des victimes vulnérables allaient être encore plus victimes, allaient être encore plus vulnérables, non pas pour le plaisir de le faire. Les objectifs n'étaient bien évidemment pas ceux-là. Les objectifs, c'était les contraindre à dénoncer leurs tortionnaires. Les objectifs, c'était lutter contre les réseaux de proxénétisme. Et ces objectifs-là, tout le monde aussi les partage. Mais le moyen pris pour y arriver, ce moyen, est-ce qu'il n'est pas injuste? Ce moyen, est-ce qu'on n'a pas le devoir aujourd'hui de revenir dessus et d'en construire un autre, de construire un vrai outil qui permette réellement d'aider les prostituées, un vrai outil qui permette réellement de lutter contre les réseaux de proxénétisme? Alors pourquoi l'a-t-on pas fait? Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à l'occasion de ce texte de loi? Parce que si c'était simple, on l'aurait tous fait depuis longtemps. Si c'était facile et évident, plein d'autres pays l'auraient déjà fait. On l'aurait peut-être même fait les premiers en France. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas évident et c'est complexe. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas simple et pourquoi est-ce que ce n'est pas évident? Parce qu'on touche là, je pense, à un cœur de contradiction française, humaine, parce qu'on touche à ce qu'on a de plus intime peut-être, qui est dans la relation sexuelle, parce que l'on touche à la pauvreté et à la précarité, parce que l'on touche à des milieux de proxénétisme qui sont en lien, et on le sait tous, avec les milieux de la mafia, avec les milieux de la drogue, avec les milieux du travail clandestin, avec l'argent sale. Donc ce n'est pas simple, donc ce n'est pas évident. Est-ce que pour autant, il fallait introduire encore plus de confusion dans l'esprit de nos citoyens vis-à-vis de ces femmes, vis-à-vis de ces hommes prostitués? Est-ce que pour autant, il était nécessaire de créer cet outil dont les policiers s'accordent aujourd'hui à dire qu'il n'est pas très efficace finalement? Ils ne disent pas qu'ils ont envie qu'on le retire, ils n'ont que celui-là, ou quasiment que celui-là, ou c'est l'impression qu'ils ont. Parce que tant qu'on ne l'a pas retiré, ils n'en cherchent pas un autre, ils ont quand même celui-là, ils le prennent, mais ils en ont d'autres. Les prostituées, on peut les entendre sous le statut de témoin assisté par exemple. Et là, on a accès aux mêmes informations que si on les entend en garde à vue. Mais elles ne sont pas auteurs d'un délit. Et quand on les entend sous le statut de témoin assisté, on peut fouiller leur sac. Et quand on les entend en garde à vue, on peut fouiller leur sac. Mais quand on les entend en garde à vue, elles ne disent rien. Elles ne disent rien. Quand on les entend en témoin assisté, non plus. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous avez les mêmes informations dans les sacs à main, c'est-à-dire les puces de téléphone qui servent à remonter effectivement les réseaux. Et le vrai travail de fourmi des services de police, auquel je rends hommage aujourd'hui, parce que vraiment ils sont accrochés à cette idée de démanteler les réseaux, c'est là qu'il se fait, dans les sacs à main des prostituées essentiellement. C'est là qu'il se fait parce que quand elles sont dans leur bureau, elles ne disent rien. Eux-mêmes nous l'ont dit, c'est exceptionnel le nombre d'affaires qui sont démantelées, le nombre de réseaux qui sont démantelés grâce aux informations données par les prostituées. Quand vous imaginez que même un interprète, par exemple pour des Nigérianes, refuse de rentrer dans le bureau d'un inspecteur de police parce qu'il y a la photo d'un proxénète et que les croyances sont tellement fortes dans cette population nigériane qu'ils sont persuadés, les interprètes, que s'ils aident la police, c'est leur famille restée au pays qui va subir les sorts du proxénète qui est en photo, simplement en photo, dans le commissariat. Quand vous imaginez ce genre de croyances enracinées chez ces femmes qui sont là sur nos trottoirs, qui parlent à peine français, mais comment peut-on imaginer qu'elles vont pouvoir donner des informations vraiment utiles et volontairement aux policiers? Les informations, il faut qu'ils aillent les pêcher. Donc oui, il faut leur laisser les moyens d'aller les pêcher. Mais ils peuvent continuer de le faire, même si le délit est abrogé, parce qu'ils peuvent continuer à les rencontrer, parce qu'ils peuvent continuer à les entendre sous d'autres statuts que celui de témoin assisté. Et je crois que c'est l'honneur du législateur que de faire un droit clair, transparent et lisible. Quand une personne est victime, elle est victime. On n'est pas licite, on n'est pas légitime à inventer un délit pour contraindre la personne à venir s'expliquer, à venir porter plainte, à venir raconter ce que lui ont fait ces tortionnaires. Un parallèle peut-être que vous allez trouver osé. Mais est-ce qu'il serait venu à l'idée d'un seul d'entre nous de fabriquer un délit pour que les femmes victimes de violences conjugales viennent en garde à vue, par exemple, à la gendarmerie pour porter plainte contre leurs tortionnaires? Non, elles sont victimes et uniquement victimes.
Et même si ce n'est pas facile de lutter contre les violences conjugales, il ne nous est jamais venu à l'idée de fabriquer un délit pour mieux lutter contre les violences conjugales. Alors, pourquoi cet amalgame? Pourquoi ces confusions autour de la prostitution? Parce que sans doute nous-mêmes, chacun d'entre nous, chaque citoyen en France, n'est pas très au clair vis-à-vis de la prostitution. Qui sont les clients? Peut-être des monsieur tout le monde, sans doute des monsieur tout le monde, pas seulement des pervers. Oui, il y a des monsieur tout le monde dans les clients, très certainement, et heureusement d'ailleurs pour les prostituées. S'il n'y avait que les pervers en plus être leurs clients, je ne sais pas comment elles survivraient. Donc peut-être est-ce là notre contradiction, et peut-être est-ce pour cela que nous avons maintenu ou laissé se maintenir cette confusion entre la prostituée victime, la prostituée auteur d'un délit, le racolage, la prostitution, qui n'est pas illégale en France. Et nous avons maintenu chez nos concitoyens aussi cette confusion en faisant du racolage un délit. Parce que tout ce que j'entends, moi, quand je dis il faut abroger ce délit, tout ce que j'entends c'est « mais rendez-vous compte, alors comment va-t-on faire? On trouve des préservatifs entre les voitures, l'acte sexuel il est perpétré sur la voie publique, mais ça c'est un délit, mais ce n'est pas du racolage. C'est de l'exhibition sexuelle sur la voie publique, c'est de l'acte sexuel sur la voie publique, et ça c'est déjà un délit. Qu'on soit prostitué ou pas, que l'acte soit tarifé ou pas. Donc l'outil, il existe pour lutter contre ces nuisances-là. Et quand on me dit, oui, mais quand elles sont 10 sur le bord de la route et qu'elles font du bruit, du tapage, etc., à 10 h le soir ou à minuit ou à je ne sais quelle heure, mais c'est déjà dans le code pénal, ça s'appelle le tapage nocturne. Et rien n'empêche les maires de prendre les arrêtés municipaux en conséquence. Donc il n'y avait pas besoin de transformer les prostituées en délinquantes pour régler ces problèmes de tranquillité publique. Tout est déjà dans le code pénal. Donc créer des outils de toutes pièces a parfois des inconvénients. Et là, l'inconvénient majeur de cet outil créé de toutes pièces, ce n'est pas seulement les associations qui font un travail extraordinaire sur le terrain, mais dont on pourra toujours leur reprocher qu'elles sont militantes. Ce n'est pas seulement les associations, c'est le milieu médical qui crie au secours, qui dit attention, problème de santé publique, attention paupérisation, attention vulnérabilisation, attention, les prostituées se retrouvent dans des conditions où leur vie est en danger tous les jours. Parce que individuellement, à cause de cette création du délit, individuellement, elles sont sans arrêt bougées de place par les proxénètes. Et elles n'ont plus accès ni aux droits, ni aux associations, ni aux médecins, ni à personne. Et pourtant, le phénomène sur la voie publique est toujours là. Et pourtant, personne ne hurle contre Internet. Et pourtant, personne ne hurle contre les publicités dans la presse, quelles qu'elles soient d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Peut-être pourrait-on se concentrer aussi là. Peut-être pourrait-on mettre plus de moyens sur cette lutte-là contre la prostitution et contre les réseaux de proxénétisme, la prostitution liée au réseau de proxénétisme. Trouvez-vous normal qu'une Chinoise qui a payé son voyage via un emprunt, persuadée qu'elle va travailler dans une manufacture en France pour rembourser son voyage, se retrouve au bout du compte tellement exploitée dans ses ateliers de travail clandestins qu'effectivement, elle va se retrouver sur le trottoir à faire prostituer sous l'emprise d'un réseau de proxénétisme, quel qu'il soit, même s'il est très restreint. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il faut aussi lutter contre les réseaux de travail clandestin. Donc le problème est immense, le chantier est gigantesque. Mais commençons par regarder les choses en face. On ne fait pas du droit correctement tant qu'on ne regarde pas les choses en face. Et le premier geste à faire, le premier pas à faire, la première main à tendre, c'est de dire aux prostituées « non, le racolage n'est pas un délit ». La prostitution n'est pas un délit aujourd'hui en France, le racolage n'en est pas un. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais l'urgence est là aujourd'hui. Et pendant qu'on règle cette urgence, je sais qu'il y a une mission à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a une mission au Sénat, je sais que les ministères travaillent sur le sujet. Comme quand le harcèlement avait été brutalement aussi, lui, abrogé, nous sommes capables, ensemble, avec le même objectif, de nous mettre au travail, de retrousser les manches et rapidement, mais pas dans la bousculade, de faire un grand texte, un vrai texte, qui permettra de donner vraiment des moyens aux services de sécurité, de vrais moyens, une fois de plus, pour remonter les réseaux, pour faire leur travail de fourmi inlassablement, mais avec de vrais outils, et pour démanteler les réseaux de proxénétisme et tout ce qui trafique autour d'argent sale. Et dans l'intervalle, redonnons aux prostituées l'accès aux soins, l'accès aux associations, l'accès à des mécanismes d'insertion que sans doute, il faut bonifier, que sans doute il faut consolider, et puis donnons-leur les moyens d'aller porter plainte, si elles le veulent, en étant sécurisées, en étant tranquillisées, en étant en sécurité. Et
là de réellement contribuer volontairement au travail des forces de sécurité. Pour l'ensemble de ces raisons, et parce que nous attendons avec une grande impatience de travailler avec le gouvernement, Assemblée nationale et Sénat sur ce grand texte contre le proxénétisme et pour la prostitution, non pas pour promouvoir la prostitution, mais pour aider les prostituées, la Commission m'a suivi et a donné un avis favorable à ce texte. Je tiens à préciser, sans aucune voix contre, les quelques réticences qui se sont exprimées étaient liées au fait que le calendrier fait qu'aujourd'hui ce texte n'est pas là, mais aujourd'hui l'urgence, elle est à rétablir le droit et à rétablir les prostituées dans leur rôle de victimes et non pas dans leur rôle d'auteur. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, comment ne pas souscrire aux plaidoyers sincères qui viennent d'être faits par Esther Benbassa et par Virginie Claes? Comment ne pas partager ce qu'elles ont dit sur le désarroi, la souffrance des victimes, sur l'exploitation? Mais comment ne pas dire aussi que nous devons prendre ce texte pour ce qu'il est, un premier pas, mais que si nous faisons ensemble, mes chers collègues, ce premier pas, cela n'a de sens que si les autres pas arrivent dans un temps raisonnable. Je me souviens ici même de ce que un certain nombre d'entre nous ont pu dire lorsque fut instauré ce délit de racolage public. Une fois encore, c'était une loi qui avait pour effet de frapper l'opinion. Combien y a-t-il eu de lois dont le seul effet était de frapper l'opinion? Il y a ce drame, il y a ce fait divers ignoble, il y a cette situation insupportable, et l'on arrive sur le perron de tels lieux importants et sacrés de la République, et l'on dit voilà, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, il va y avoir une loi. Comme si la loi pouvait magiquement régler tous les problèmes. Une loi sans moyens ne sert à rien. Et en l'espèce, cette loi, nous l'avions dit, non seulement elle ne réglerait pas le problème, mais en plus, elle aurait cette conséquence qui a été si bien décrite par Virginie Claes et par Esther Benbassa, cette conséquence de transformer les victimes en coupables. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, nous avions voté contre cette disposition. Et par conséquent, il est logique de l'abroger aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion, Madame la garde des Sceaux, de parler d'autres sujets. Je pense aux peines planchers. Je vais vous dire, mes chers collègues, je vis très mal dans une République qui a toujours, dans ses lois, des peines planchers. Je sais que je ne suis pas le seul ici. Et que les peines planchers, dont leurs principes, sont pour nous, pour beaucoup, une atteinte à l'indépendance et à la capacité de jugement des juges. Seulement, nous en avons parlé, Madame le garde des Sceaux, et je sais que vous travaillez beaucoup sur ce sujet.
On pourrait abolir. Mais ce qui est important, c'est la nouvelle politique pénale que nous allons mettre en œuvre à la suite de la conférence de consensus, qui a été une innovation considérable dans nos pratiques pour préparer des textes de loi et à contraster avec ce que je disais tout à l'heure, qui était l'annonce éclair de textes éclairs pour donner l'illusion que l'on réglerait les problèmes. Alors, moi je veux employer un mot qui est le mot modestie et j'ajouterai le mot engagement. Si nous votons cela, et nous voterons cela, moi je suis tout à fait partisan de voter cette proposition de loi, il ne faut pas faire croire que c'est plus que réparer une erreur, une mauvaise mesure. Mais ce n'est pas encore, et cela ne peut pas nous dispenser. Cela doit au contraire nous engager, c'est pourquoi j'emploie le mot engagement, à préparer un texte conséquent sur cette question de la prostitution. Et je veux vous saluer à votre tour, Madame Najat Vallaud-Belkacem, car j'ai pu constater tout le soin que vous mettez à écouter l'ensemble des personnes qui ont quelque chose à dire sur ce sujet pour préparer cette grande loi qui n'a pas existé dans le passé, dans l'histoire de la République depuis longtemps, et qui est attendue. Je sais aussi le travail que vous faites au plan international, puisque le problème, il est aussi international, et j'espère que dans les mois qui viennent, nous y arriverons. En tout cas, si dans les mois qui viennent, nous n'y arrivions pas, eh bien, ce serait de notre faute, collectivement, je le dis. Et il n'aurait pas suffi de voter ce texte aujourd'hui, je le dis, pour mettre les points sur les i. De la même manière, je veux dire ici à cette tribune, car j'ai bien connu ces dispositions, que certaines mesures qui peuvent frapper les esprits, je pense aux arrêtés municipaux, sont bien souvent des mesures qui n'ont pas d'effet ou qui déplacent le problème. Si vous dites que la prostitution est interdite dans tel endroit, en vertu d'un arrêté municipal, elle va se déplacer dans l'endroit d'à côté. Et le maire d'à côté va voir les concitoyens venir dire « Mais enfin, pourquoi ne faites-vous pas comme votre collègue ?» Et ensuite, on ira au maire suivant. Et puis, on ne réglera rien. On se retrouvera dans les forêts, dans les faubourgs, dans les espaces commerciaux, dans les entrées de ville, un peu partout. Fausse solution qui donne le change, qui essaie de donner le change, mais qui ne règle rien. Donc, c'est clair. La création du racolage, du délit de racolage public, est-ce qu'elle a fait diminuer la prostitution? Non. Est-ce qu'elle a permis aux personnes prostituées qui le souhaitent de se réinsérer dans la vie professionnelle et sociale? La réponse est non. Est-ce qu'elle a permis de lutter efficacement contre les réseaux de proxénétisme? La réponse est non. Donc demain, il nous faut faire, et même aujourd'hui, dès aujourd'hui, et je pense que vous allez nous en parler, mesdames les ministres, cette loi qui comprendra au moins 2 volets, sans doute en faut-il bien d'autres, mais au moins 2 volets. Premièrement, aider les personnes prostituées qui veulent en sortir et qui veulent se réinsérer dans une vie professionnelle et sociale, les aider à y parvenir. Nous savons l'action des associations. Je connais depuis très longtemps ces mouvements. Nous sommes nombreux à travailler en lien avec ces mouvements. Et ces associations, elles font un travail qui est toujours plus difficile en ce moment, toujours plus difficile. Ça veut dire qu'il faudra y mettre les moyens, parce que les paroles ne suffiront pas pour parvenir à proposer
une insertion professionnelle et sociale aux personnes prostituées qui le souhaiteront. Et deuxièmement, il faudra prendre des mesures, on en parle toujours, mais il faudra le faire, de manière à lutter contre les réseaux de proxénétisme. Ça veut dire concrètement des personnels de police compétents et spécialisés et des moyens, donc des choix. Et si on ne le fait pas, eh bien, nous aurons été riches en paroles verbales. Donc, mes chers collègues, je parle de cette manière parce que je crois vraiment que le respect dû à ces personnes qui sont des victimes, souvent, le respect dû à ces personnes consiste à voter cette première loi avec la modestie nécessaire, mais avec l'engagement que nous prenons publiquement ce soir au Sénat, engagement que nous nous devons de respecter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois. La parole est à Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Madame la Ministre des Droits des Femmes, Monsieur le Président de la Commission des lois, ne descend pas davantage, hein? Non, merci. J'avais observé que le Sénat se féminisait, se rajeunissait, mais il ne raccourcit pas. Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez eu raison, Monsieur le Président de la Commission des lois, de rappeler le contenu extrêmement roboratif d'ailleurs, mais très descriptif et très analytique des interventions qui ont été présentées par l'auteur de la proposition de loi, Esther Benbassa, au nom de son groupe parlementaire, ainsi que par la rapporteure Virginie Claes, qui nous ont brossé en fait le tableau de la réalité de cette situation douloureuse, difficile et complexe de la prostitution et des personnes qui en sont victimes. Lors de la campagne présidentielle, le président de la République a pris très clairement l'engagement d'abroger ce que nous avons, nous, pris l'habitude d'appeler le racolage public et qui, en fait, recouvre, d'une part, l'ancienne incrimination de racolage actif ainsi que l'ancienne contravention de troisième classe qui s'appelait racolage passif et qui avait été abrogée en 1994. 10 ans donc après la loi du 18 mars 2003, nous avons l'occasion de proclamer très clairement et vraiment à haute voix que les personnes qui sont prostituées sont pour la plupart d'entre elles, pour l'extrême grande majorité d'entre elles, des victimes de violences, des victimes de traite d'êtres humains, des victimes de domination, des victimes d'exploitation, et que c'est la réalité de ces personnes. Pourquoi faut-il abroger cette incrimination dite de racolage passif? Mais d'abord parce qu'elle frappe des personnes qui sont fragiles, vulnérables économiquement, socialement et juridiquement. Ensuite, parce que ce délit, puisque cette contravention est devenue un délit, parce que ce délit a éloigné ces personnes et les a reléguées dans des lieux où elles sont encore plus exposées à la violence, dans des lieux isolés, tels que des forêts, tels que des parkings isolés, tels que des terrains vagues. Parce que ce délit a aussi eu pour conséquence de les mettre progressivement hors de portée des interventions associatives et médicales, donc de les exposer à des problèmes de santé individuelle avec les conséquences que l'on peut imaginer sur le niveau de santé publique. Et l'excellent rapport de Virginie Claes, dans son excellent rapport, Virginie Claes rappelle le rapport de l'IGAS qui a indiqué comment, notamment par les analyses de Médecins du Monde, par les statistiques établies, par divers témoignages et par une observation de la réalité, comment ces personnes prostituées échappent effectivement aux interventions des associations et des structures médicales. Il y a donc nécessité de rappeler que ces personnes sont pour la plupart des victimes. On entend bien, nous entendons bien
qu'il y a des personnes qui se réclament du choix de la prostitution. Nous entendons bien ces paroles de personnes qui affirment que c'est un métier et qu'elles l'ont choisi librement. Il nous faut voir, c'est une responsabilité politique, d'être en capacité de vérifier la réalité de ce choix d'une part, mais en tout état de cause, la plupart des personnes prostituées sont bien des victimes de violences, des victimes de traite, des victimes d'exploitation, et qu'elles relèvent souvent de dispositifs à caractère social, de dispositifs liés à la formation professionnelle, de dispositifs d'accompagnement, et non pas, bien entendu, d'un système de pénalisation. Et puis, il nous faut regarder, du point de vue du droit, comment s'applique justement la caractérisation, la définition de ce délit et le prononcé d'une décision une fois le délit constitué. Mais d'abord parce qu'il faut le constituer. C'est-à-dire qu'il faut bien réunir les éléments qui permettent de caractériser une infraction qui démontre qu'il y a une incitation à une relation sexuelle tarifée. Cela suppose donc que pendant l'élaboration de la procédure, les enquêteurs doivent être en mesure d'apporter les preuves d'un comportement, d'une attitude, d'une tenue vestimentaire qui prouverait une incitation à une relation sexuelle tarifée. Je ne connais pas d'élément plus subjectif que ça pour déterminer une incrimination. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice Benbassa, la Cour de cassation est déjà passée par là. Et en 2005 notamment, elle a indiqué que devait être mise en cause une personne qui avait une tenue vestimentaire considérée comme légère, qui se trouvait sur le trottoir, dans une zone réputée pour être une zone de prostitution. Mais il se trouve que la Cour de cassation a estimé que c'est le client qui avait pris l'initiative et que le délit de racolage passif n'était donc pas constitué. Il y a donc cette réelle difficulté de définition de l'incrimination. Ceci étant, est-ce que nous devons en rester là? Regardons la réalité. La réalité, d'ailleurs, c'est peut-être l'exposé des motifs de la loi de 2003 qui va nous expliquer l'esprit dans lequel le législateur, en tout cas celui qui était l'auteur de ce projet de loi, l'esprit dans lequel le législateur a élaboré ce texte de loi. Et cet exposé des motifs dit bien clairement que la mise en garde à vue, la prostitution n'étant pas une infraction, les deux sénatrices qui se sont exprimées, l'auteur et la rapporteure l'ont rappelé, la prostitution n'étant pas une infraction, le but de ce projet de loi était de faire mettre en garde à vue des personnes prostituées qu'il faudrait interroger et qui seraient susceptibles de fournir des éléments d'information à partir desquels des enquêtes seraient ouvertes contre les proxénètes. C'est-à-dire que ce délit de racolage passif affiche explicitement comme intention de vouloir lutter contre le proxénétisme. Soit. Simplement, si on peut considérer que l'objectif est louable, on a le droit d'avoir des doutes sur les moyens. Parce que les moyens consistent à faire des victimes des auxiliaires de police. Dans une certaine littérature, on appelle ça des indicatrices. Et il se trouve que, comme par hasard, il s'agit principalement de femmes. C'est-à-dire que ces victimes sont utilisées comme des leurres, comme des appâts, pour toucher des réseaux de proxénètes. Vous rappeliez à juste titre, Madame la rapporteure, qu'il y a d'autres moyens de pouvoir retirer des renseignements qui sont essentiels effectivement pour lutter contre le proxénétisme, avoir accès aux renseignements autrement qu'en mettant en garde à vue des victimes. Parce que simplement en les entendant comme témoins, et la loi permet de les entendre comme témoins sous contrainte pendant 4 heures. En les entendant comme témoins, il est possible d'obtenir ces observations, ces informations. Et d'ailleurs, la circulaire de juin 2003 qui accompagnait l'application de ce texte de loi, cette circulaire enjoignait les procureurs à donner des instructions aux enquêteurs pour que ces enquêteurs interrogent systématiquement ces personnes prostituées sur leur proxénète. Sauf que les magistrats nous disent très clairement que les procès-verbaux sont stéréotypés et que ces interrogations n'aboutissent pas à des témoignages qui permettent effectivement de remonter les réseaux de proxénétisme. Il y a lieu cependant de lutter contre ces réseaux de proxénétisme, et nous devons regarder les résultats aussi. En fait, il y a une augmentation des affaires élucidées.
Elles étaient de 347 en 2000, elles étaient montées à 565 en 2011. Il y a incontestablement une amélioration dans l'élucidation des affaires impliquant des proxénètes. Est-ce que cela signifie que les gardes à vue de personnes prostituées ont contribué de façon déterminante à l'amélioration de cette élucidation? Non, ça n'est pas établi d'une part, et d'autre part, on peut même considérer que la corrélation serait plutôt négative parce qu'on observe bien que le nombre de gardes à vue a baissé ces dernières années. C'est-à-dire de près de 5 000 en 2004, il est tombé à un peu plus de 2 000 en 2008 et à 1 595 en 2011. Il est évident qu'il n'y a donc pas de relation directe entre l'amélioration de l'élucidation des affaires impliquant des proxénètes et le maintien en garde à vue, en tout cas le fait de pénaliser des victimes. Nous avons donc là un vrai problème de principe, c'est-à-dire qu'il y a incontestablement dans ce texte de loi qui a une dizaine d'années, il y a un détournement de finalité de la loi, il y a un détournement de procédure, et puis en plus il n'y a pas la preuve de l'efficacité. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir comment nous définissons nos objectifs, nos obligations et les exigences que nous nous posons, nous, du point de vue du droit et du point de vue des devoirs de la puissance publique. Je le rappelais, la circulaire de 2003 demandait au procureur de faire en sorte que ces personnes gardées à vue puissent apporter des informations sur les proxénètes. Étant donné qu'on est passé d'une contravention à un délit, on est en droit de penser que l'intention du législateur était d'aggraver les peines, était de vouloir renforcer la répression. Et donc d'une contravention qui donnait lieu à des amendes, passer à un délit qui pouvait provoquer un prononcé de peine d'emprisonnement. Qu'en est-il en réalité? En 2006, il y a eu 72% d'alternatives aux poursuites. En 2011, les juridictions sont montées à 93% d'alternatives aux poursuites et 80% de ces alternatives aux poursuites constituent des rappels à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors certains, avec leurs raccourcis habituels, vont dire que les juges sont laxistes. En réalité, ce texte de loi a créé des conditions pour empêcher les enquêteurs d'être en mesure d'apporter des preuves. Et les juges sont face à des situations où les enquêteurs ne peuvent pas apporter des preuves. Nous avons vu comment constituer, comment caractériser l'incrimination, le comportement, l'attitude, l'appréciation du comportement, de l'attitude, la tenue vestimentaire. Bon, on se souvient des débats, non, vous êtes trop jeune ici, mais moi je m'en souviens, des débats sur les mini-jupes. Donc, est-ce que l'attitude vestimentaire est un élément objectif qui permet de caractériser une infraction? Donc, il y a une réelle difficulté pour les enquêteurs d'établir des preuves et les juges sont devant ces situations. En 2011, il y a eu 194 condamnations prononcées. Ces condamnations ont été pour la plupart des amendes d'environ 300 € et il y a eu 6 peines d'emprisonnement prononcées, dont, allez savoir pourquoi, 5 dans la ville de Béziers. J'ai interrogé pour comprendre quelle était la problématique. On n'a pas été en mesure de me l'exposer très clairement, mais bon voilà, sur 6, il y en a 5 dans la ville de Béziers. Nous finirons par comprendre sans doute les raisons pour lesquelles il y a 5/6 de condamnation d'emprisonnement dans cette ville. Mais voilà la réalité des faits. Donc nous avons effectivement le devoir moral et l'obligation d'aller au-delà. Et ce que nous voulons faire, c'est effectivement lutter avec efficacité contre les réseaux de traite et contre le proxénétisme. Nous voulons lutter avec efficacité, c'est-à-dire que nous voulons nous en donner les moyens. Aujourd'hui, nous avons déjà dans le droit un certain nombre de moyens. Il faut savoir que le proxénétisme, la traite des êtres humains, sont punis par des sanctions lourdes en correctionnel et par des sanctions criminelles lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, qu'elles frappent des mineurs, qu'elles sont exécutées, effectuées en bande organisée ou qu'il y a pratique de torture. Et les sanctions criminelles sont effectivement lourdes puisqu'elles peuvent atteindre 20 ans, elles peuvent atteindre la réclusion perpétuelle avec des amendes qui vont de 3 millions
500 000 euros à 4 millions d'euros. Nous devons donc avoir les moyens de rendre effective l'application des dispositions juridiques qui sont inscrites dans notre droit. Nous voulons lutter contre le proxénétisme et les réseaux de traite. Nous le faisons déjà au niveau national, en renforçant les JIRS, vous savez, ces juridictions spécialisées qui luttent contre la criminalité organisée. Nous avons sensibilisé les parquets à la nécessité de retenir la qualification la plus élevée, notamment celle de traite des êtres humains. Et nous travaillons à renforcer le cadre normatif de la coopération internationale, parce que c'est une criminalité organisée, transnationale, et nous développons donc ces outils juridiques et judiciaires qui nous permettent d'améliorer ce cadre normatif, c'est-à-dire l'entraide pénale internationale, le mandat d'arrêt européen, les équipes communes d'enquête, mais également l'orientation des procédures sous l'angle financier et l'angle patrimonial, ainsi que le repérage systématique des circuits de blanchiment d'argent. Nous renforçons cela, mais en plus, il nous faut développer une dynamique qui inclut les victimes d'une autre façon. Et inclure les victimes d'une autre façon, c'est d'abord leur reconnaître le statut de victime et faire en sorte que, y compris les dispositions qui sont déjà inscrites dans notre droit, soient effectives. C'est-à-dire assurer une protection des victimes, parce que jusque-là, on a vu qu'il fallait demander à ces victimes en garde à vue de donner le nom de leur proxénète, c'est-à-dire en fait de les exposer elles-mêmes à des représailles et donc à plus de violence, sans contrepartie. Mais il faut que les victimes soient protégées. Et la loi, déjà, notre droit, contient déjà des dispositions qui permettent de protéger ces victimes. Notamment, nous savons qu'avec les réseaux de traite, il y a des victimes qui sont de nationalité étrangère. Et l'article 316.1 du Code CESEDA sur l'entrée et le séjour des étrangers et des demandeurs d'asile permet de protéger ces victimes. Il faut le mettre en œuvre, cet article, parce que vous rappeliez, Madame la sénatrice Benbassa, qu'il y a des dispositions équivalentes en Italie. Nous les avons dans notre droit. Simplement, il faut reconnaître qu'effectivement, ces dispositions ne sont guère appliquées. Il nous faut aussi travailler, c'est ce que nous faisons, sur le statut du repenti qui a été créé par la loi du 9 mars 2004 et qui n'est pas mis en œuvre, d'abord parce que les décrets nécessaires n'ont pas été pris. Qu'est-ce que le statut du repenti? Alors évidemment, je suppose que chacun d'entre vous, comme moi-même, a un haut-le-cœur lorsqu'on évoque le statut du repenti. La réalité, c'est que c'est une méthode d'investigation et de procédure qui permet en fait à une personne qui a été auteur déjà d'actes délictueux ou criminels, ou qui en a été complice, ou qui connaît des complices et qui s'est tué, de s'exprimer pour éviter la commission d'autres actes délictueux ou criminels. Il s'agit de faire en sorte que le renseignement parvienne de telle façon que l'on puisse éviter de nouveaux actes délictueux et criminels. C'est un statut qui est à l'étude, qui est extrêmement compliqué à élaborer et qui a un coût, de sorte qu'il n'est pas encore finalisé, mais depuis plusieurs mois, nous travaillons au ministère de la Justice avec le ministère de l'Intérieur. Nous allons aboutir notamment, normalement au mois d'avril. Nous aurons mis en place le statut des repentis, de sorte que nous pourrons mobiliser deux outils qui sont à notre disposition. Le premier, c'est la réduction et l'exemption de peine, qui est déjà prévu par la loi expressément justement pour la criminalité organisée, justement contre la traite et justement contre le proxénétisme. Donc ce sont des outils juridiques et judiciaires qui doivent être mis en œuvre. Et puis il y a un autre outil, c'est celui justement des mesures de protection et de réinsertion, et le statut des repentis y contribuera. Simplement, nous avons besoin d'un décret en Conseil d'État qui n'a pas été pris depuis la loi de 2004, et l'aboutissement de nos travaux avec le ministère de l'Intérieur nous permettra de soumettre prochainement un projet de décret. Voilà à partir de quelles dispositions nous allons renforcer la lutte contre le proxénétisme et contre la traite, qui doit être une lutte livrée sans merci.
Et nous avons par ailleurs quelques autres chantiers. Vous savez qu'au mois d'avril, nous allons présenter au Parlement un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de textes européens et internationaux, et notamment d'une directive européenne de 2011 qui vise la lutte contre la traite et le proxénétisme. De même qu'une directive européenne crée des rapporteurs nationaux dans la lutte contre la traite et le proxénétisme, et nous allons désigner très prochainement le rapporteur national français. Et nous sommes en train de travailler à un projet de décret pour une mission interministérielle de coordination et de prévention de la lutte contre la traite des êtres humains et contre le proxénétisme. Ces chantiers sont en cours. Vous avez rappelé vous-même tout à l'heure, mesdames les sénatrices et monsieur le président de la commission des lois, les missions qui existent, qui sont déjà en œuvre et au travail à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a donc nécessité effectivement d'abroger ce délit. Il y a sans doute à considérer comment, pour une plus grande efficacité, cette abrogation s'inscrira dans un projet plus global qui sera soumis au Parlement par la ministre des Droits des Femmes dans quelques mois. Sous le bénéfice de toutes ces appréciations, de ce partage d'analyse, de ces convictions communes que nous ne devons pas nous complaire dans le statut de délinquante attribué à des personnes qui objectivement sont des victimes, le gouvernement exprime un avis de sagesse que nous allons nuancer en disant que c'est une sagesse favorable pour ce texte, en insistant sur la nécessité effectivement d'une action plus globale à laquelle la ministre des Droits des Femmes travaille d'arrache-pied. Nous avons déjà un arsenal judiciaire, nous devons nous donner les moyens par des politiques publiques, par une rigueur sans faille, les moyens de rendre applicable cet arsenal judiciaire de façon à bien faire savoir à ceux qui pratiquent cette traite des êtres humains, à ceux qui pratiquent le proxénétisme, à ceux qui s'enrichissent sur le travail, l'exploitation et la domination de personnes vulnérables, que la puissance publique sera à leur égard sans pitié. Merci. Merci Madame la garde des Sceaux. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Madame la ministre. Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Chacun des chantiers investis par le ministère qui est le mien, le ministère des Droits des Femmes, qu'il concerne ces chantiers l'école, le monde du travail, les violences, qu'il touche à l'espace public ou encore à l'intimité familiale, chacun de ces chantiers nous impose à chaque fois de regarder une réalité qui n'est pas agréable à voir, mais qui est trop présente dans notre société, les inégalités entre les sexes et les violences que, dans les cas extrêmes, ces inégalités peuvent engendrer, qui sont partout. Souvenons-nous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de l'échange que nous avons eu ici même, c'était il y a 10 mois, au sujet du harcèlement sexuel, un drame social trop négligé dans notre parole collective et que nous avons finalement réussi à rétablir dans sa cruelle vérité, dans sa triste réalité, à savoir un délit destructeur pour les victimes. Au commencement des violences faites aux femmes, il y a souvent l'insulte avec sa charge haineuse, pute. Pardon de prononcer ce mot dans cette enceinte, il est choquant, mais au fond il est moins choquant que les réalités qu'il recouvre. Choquant parce que ce mot est devenu le mot valise dans lequel se déverse l'oppression ordinaire des femmes. Pute, une insulte que les enfants s'envoient à la figure dans les cours d'école sans même en comprendre le sens. Une simple insulte qui peut être lancée comme par réflexe, au détour d'une phrase, au coin d'une rue, à la fenêtre d'une voiture. Une insulte que les hommes violents utilisent toujours comme une arme pour mieux humilier leurs victimes. Traiter une femme de pute, vous m'excuserez encore d'abuser de ce terme, mais je crois qu'il est des circonstances où il convient de dire et de nommer les choses qu'on veut combattre, c'est nier son identité,
c'est la réduire à un objet destiné à la satisfaction d'autrui. C'est projeter à sa figure des millénaires d'oppression et d'asservissement. Partout, on prononce ce mot ouvertement donc, mais on tait en réalité ce qu'il désigne. Ce paradoxe nous renvoie à une constante de la condition féminine. On tait les violences que les femmes subissent et, ce faisant, on se prive des moyens de les en protéger. La prostitution n'est rien d'autre que l'exacerbation au quotidien de ces violences. Mesdames et messieurs les sénateurs, dans tous les combats pour les droits des femmes, nous devons sans cesse, inlassablement, lutter contre cette prétendue fatalité qui imprime les comportements de nos concitoyens. Aucune loi de la nature ne les impose, ces comportements. L'antériorité et la longévité des inégalités entre les femmes et les hommes n'en font pas une fatalité. Le meilleur allié de ces inégalités, c'est la façon dont on les minimise, dont on les enjolive. Autrefois, on parlait, à propos de prostitution, de filles de noces, de filles de joie, de filles publiques, ou encore d'enjôleuses, comme pour mieux cacher une réalité qui avait envahi tout le corps social et qui était autrement plus violente que cette forme de gaieté pudique. Vous l'avez rappelé, Madame Benbassa, dans votre introduction, après avoir été poursuivies, exécutées même pendant la Terreur, les prostituées furent de nouveau tolérées au XIXe siècle, où les maisons closes étaient surveillées par la police et contrôlées par des dispensaires dans des conditions sanitaires déplorables. La Première Guerre mondiale a engendré son lot de bordels, des bordels militaires de campagne qui fournissaient en quelque sorte des femmes, des corps, pour satisfaire les besoins d'hommes détruits par les combats et par les horreurs quotidiennes. Cet argument, d'ailleurs, du besoin irrépressible des hommes n'a pas tout à fait disparu. Il m'arrive encore de l'entendre, souvent, pour justifier une réalité qu'il faudrait tolérer au nom d'une histoire que l'on croit écrite d'avance. Je ne crois pas aux histoires écrites d'avance. S'il en fallait une preuve, souvenons-nous qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons su tourner la page de cette prostitution de masse. La France a alors fait valoir une position abolitionniste dans le prolongement de la loi Marthe-Richard. Nous avons mis fin au fatalisme, non pas parce que la prostitution portait atteinte aux bonnes mœurs, comme c'est dit parfois, mais parce qu'elle portait atteinte aux droits des prostituées. Notre droit n'est pas resté figé par la suite. La sanction des clients des mineurs, des prostituées mineures, est désormais prononcée, quel que soit le pays dans lequel l'acte est commis. Notre droit s'est lentement construit et il reste à construire. Aujourd'hui, quand on regarde la situation de notre pays, quelles que soient les incertitudes que nous ayons sur les chiffres exacts de la prostitution, on constate qu'elle a reculé et qu'elle a profondément changé de visage. Savez-vous que si on confronte nos chiffres à ceux du ministère de la Famille allemand, il y a entre 10 et 20 fois moins de prostituées en France qu'en Allemagne. Nous sommes entre 20 à 40 000 prostituées en France contre 400 000 outre-Rhin. Cette comparaison, mesdames et messieurs les sénateurs, doit nous inviter quand même à penser que les choix différents que font les législateurs se traduisent sur le terrain par des réalités différentes. Comprenez-moi bien, la question n'est pas de savoir quelle doctrine gagne, mais quelle réponse la plus efficace possible on peut apporter aux réalités d'aujourd'hui. Cette réalité, nous la connaissons. Il n'y a pas une prostitution, mais de multiples phénomènes qu'il faut prendre en compte dans leur diversité, car il serait illusoire de vouloir donner une réponse unique à des réalités sociales, cliniques, juridiques, si différentes. Il y a la prostitution visible, celle qui s'exerce dans la rue. Il y a la prostitution sur Internet, qui se développe à toute allure et qui teste nos capacités d'investigation. Il y a la prostitution étudiante occasionnelle, dont l'ampleur est aujourd'hui très mal connue. Une étude est menée par mes services en Languedoc-Roussillon, je vous en ferai part dès qu'elle sera achevée. Et puis nous devons aussi nous poser des questions sur des réalités encore plus dures, sur les réalités spectaculaires, par exemple, d'une prostitution qui commence au collège, lorsque des jeunes, à l'âge où on découvre la sexualité, participent à la négociation d'une relation sexuelle tarifée. C'est que quelque chose a échoué dans l'apprentissage du respect d'autrui à l'école, et c'est tout le sens du travail que nous sommes en train de mener avec le ministre de l'Éducation nationale pour le respect entre les filles et les garçons à l'école. Mais ce qui fait masse, plus encore
que toutes celles que je viens d'évoquer. Dans notre pays, ce qui fait masse, c'est la prostitution systématisée, c'est le trafic d'êtres humains, dont des organisations criminelles transnationales fournissent et refournissent nos trottoirs, occupant ainsi la place laissée vacante par les milieux traditionnels. Très structurées, ces mafias vont recruter leurs victimes dans leur pays d'origine, les conduisent ici, où elles n'ont pour la plupart aucune attache familiale, elles ne parlent pas français, elles vivent le plus souvent sans aucun titre de séjour, dans la peur, elles doivent rembourser au réseau criminel le coût très élevé de leur immigration, jusqu'à 50 000 €. Elles sont contraintes à se prostituer à des tarifs extrêmement faibles et dans des conditions sanitaires déplorables. Je pense, en vous disant cela, aux jeunes Nigérianes, aux jeunes femmes issues de la communauté tzigane, aux jeunes Chinoises, qui rapatrient ensuite l'ensemble des profits générés dans leurs pays respectifs, par mandat, par porteur ou via un système de banquiers officieux qui œuvrent au sein de leur communauté. Permettez-moi, mesdames et messieurs les sénateurs, d'avoir une pensée aujourd'hui pour ces victimes qui souffrent et qui se trouvent ainsi emprisonnées dans des vies de misère, dans des vies de violence. Les réseaux, mesdames et messieurs, nous regardent. Ils suivent ce que nous sommes en train de faire. Ils guettent les failles de notre législation. Ils ne comprennent qu'un message, les réseaux, c'est celui de la fermeté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons tenir un discours clair et veiller à mettre en cohérence nos paroles et nos actes. Alors à cette tribune, je veux le dire avec la plus grande clarté possible, la France n'est pas un pays d'accueil de la prostitution. Nos portes doivent rester fermées au vent mauvais de la traite et des trafics. Je suis extrêmement sensible à cet égard aux arguments qui ont été développés par la rapporteure Virginie Claes, dont je tiens à saluer le travail et le rapport particulièrement bien informé. Les pouvoirs publics ont en réalité pendant longtemps été piégés dans leurs hésitations, leurs contradictions. Mais nous n'avons aujourd'hui pas d'hésitation, nous sommes portés par une conviction, la conviction que la prostitution est une violence. Et cela doit nous encourager à lutter contre l'entrée en prostitution. Cela doit nous encourager à protéger les personnes prostituées, à développer leur accompagnement sanitaire et social. Cela doit nous encourager à faciliter la sortie de la prostitution par un travail d'insertion qui est à renouveler sans cesse, bien sûr, qui est dur, qui est long, mais qui est indispensable. La France est abolitionniste. Cette position ne rend ni aveugle ni angélique. La prostitution existe bel et bien dans notre pays. Nombre d'entre vous le savent, qui sont mères et qui devaient au quotidien composer entre la sécurité des personnes prostituées et les attentes légitimes des riverains, qui sont aussi à prendre en considération. Qu'est-ce qu'une politique abolitionniste? Pour moi, elle repose sur deux piliers, la fermeté pénale et l'insertion sociale. Cela a des conséquences très concrètes que nous devons aborder sans posture moralisante et avec pragmatisme. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de cette proposition de loi. La création en 2003 du délit de racolage passif a conduit clairement, là où il a donné lieu à des poursuites, à des situations inacceptables. Avec ce délit, on marche sur la tête en punissant les victimes. Ce sont bien les victimes qui en ont subi les effets, de fait, les violences se multipliant lorsque, pour échapper à la sanction, les personnes prostituées ont fini par disparaître dans les zones les plus reculées. On ne réglera aucun problème en passant les menottes aux personnes prostituées. Et on provoque au contraire de nombreux drames en les éloignant des structures d'accompagnement. Je sais le nombre de stratégies d'évitement si préjudiciables à la santé publique que ce délit de racolage passif a créé. Toutes les associations le savent. J'étais encore il y a quelques jours avec Médecins du Monde. Vous évoquiez le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui, oui, n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà, nos craintes. Et la conclusion simple que nous réaffirmons ici, c'est que nous devons cesser de faire payer aux plus vulnérables le prix de leur souffrance. Nous nous sommes engagés à abroger ce délit de racolage passif. Cet engagement sera évidemment tenu. Cependant, abroger le délit de racolage passif ne signifie aucunement
laisser le champ libre au réseau. Il ne signifie aucunement admettre une quelconque forme d'impunité à l'égard des proxénètes. C'est tout le contraire. Et c'est précisément ce qui nous a conduit à vouloir resituer ce débat dans un cadre plus large que beaucoup d'entre vous ont évoqué. Un travail est en effet en cours, en ce moment même, à l'Assemblée nationale, autour de Catherine Coutel, Maud Olivier, Guy Geoffroy et d'autres, ici au Sénat, autour de Jean-Pierre Godefroy et Chantal Jouanneau. Je sais que les sénatrices et les sénateurs de la délégation des droits des femmes sont aussi très impliqués sur le sujet. Brigitte Gontier-Morin, Christiane de Montes, merci pour votre engagement. Je crois que ce travail, qui va être riche de ces diverses initiatives, va permettre d'approfondir les questions et d'avoir ce débat serein dont nous avons cruellement manqué ces dernières années. Il conduira sans doute à l'élaboration de propositions de loi pour répondre à votre requête, Monsieur le sénateur Sueur. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement définira alors définitivement ses positions. Donc la proposition de loi dont nous discutons cet après-midi ne peut être que le prélude de ce travail plus général. Le cœur de notre politique pénale en matière de prostitution doit reposer sur la sanction du proxénétisme. Cela a bien été dit par ma collègue, la garde des Sceaux. Sachez qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous donnons les consignes les plus claires aux forces de l'ordre sur ce sujet. Et je voudrais tout de même rendre hommage ici au travail de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui a intensifié son action contre les réseaux, qui a mobilisé davantage de groupes d'intervention régionaux sur ce sujet. Et c'est ainsi qu'en 2012, 51 réseaux ont pu être démantelés, soit 30% de plus qu'il y a 2 ans, 572 proxénètes arrêtés. Ce sont de bons résultats que nous voulons encore amplifier en renforçant notamment la coopération internationale, sujet essentiel s'il en est, notamment dans les zones transfrontalières. Je pense par exemple à cette zone de tension particulière que vous connaissez tous, à proximité de la Jonquera, au lieu du proxénétisme et de la traite aux fins d'exploitation sexuelle. Ce qu'on y voit, c'est que les différences entre les législations et la faiblesse des réponses de l'Union européenne en la matière font toujours des victimes. Je pense, au-delà des zones transfrontalières, je pense aux réalités internationales. Vous savez, on parle un peu benoîtement de tourisme sexuel lorsqu'un client français se rend dans des pays où il trouve des personnes prostituées. On parlera plus clairement, généralement, de réseaux de traite des êtres humains lorsque, réciproquement, au rythme d'épisodes géopolitiques plus ou moins tragiques, des centaines ou des milliers de victimes étrangères, chinoises, nigérianes, rejoignent la France dans des conditions inhumaines pour y être exploitées. Eh bien, dans toutes ces situations, je crois que nos marges de progrès sont encore assez considérables. J'ai rencontré ce matin la nouvelle présidente d'Interpol, avec laquelle nous allons travailler sur le sujet. Ma collègue Christiane Taubira vous l'a dit ici, nous menons une action résolue contre la traite. Nous avons même ouvert ce chantier dès notre arrivée. Dans la circulaire du ministre de l'Intérieur sur la naturalisation, nous avons rappelé les droits au séjour dont disposent les victimes de traite, un sujet sur lequel, je crois, revient un des amendements proposés. Avec le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice, très prochainement, vous verrez proposer par la garde des Sceaux d'élargir les conditions de qualification de l'infraction de traite des êtres humains. Nous avons créé en janvier dernier, avec la contribution de mes collègues de la justice, de l'intérieur et des affaires sociales, la MIPROF, dont nous avions parlé ici au moment du débat sur le harcèlement sexuel. Souvenez-vous, ce fameux Observatoire national des violences faites aux femmes, qui a vu le jour, qui s'appelle la Mission interministérielle pour la protection des femmes et pour la coordination de la lutte contre la traite. Cette instance existe, elle s'est mise au travail, elle est chargée d'animer le travail gouvernemental sur ce sujet et c'est ainsi que nous présenterons un plan global contre la traite des êtres humains à l'automne prochain. Et ce plan sera conçu pour renforcer l'action répressive, la coopération internationale, mais aussi, élément essentiel, vous le savez, pour former les professionnels de police à cette infraction qui apporte des droits aux victimes et qui pourrait être beaucoup plus fréquemment utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. En conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, un dernier mot pour vous dire que la fermeté donc est essentielle, mais le message pénal n'a de sens que s'il est accompagné d'une pédagogie. Et à cet égard, je crois qu'il faut s'interroger sur la pédagogie faite à l'égard du client, notamment du client de la traite.
Nous regardons, vous le savez, toutes les expériences internationales, celles de la Suède, bien sûr, mais aussi du Royaume-Uni, du Danemark. Gardez à l'esprit, lorsqu'on évoque ces sujets, qu'en France, d'ores et déjà, les clients de prostituées mineures ou de femmes vulnérables sont sous le coup de la loi pénale. Gardez à l'esprit que, comme vous l'avez rappelé, certaines municipalités, livrées à elles-mêmes, agissent par des arrêtés municipaux en dehors de tout cadre juridique. Je sais que certains amendements sont présentés aujourd'hui dans cette discussion sur ce sujet. Je les trouve très intéressants, mais ils sont sans doute prématurés et nous devons avoir une réflexion apaisée et mûrie avant de nous prononcer. Enfin, la politique pénale ne couvre qu'une partie de notre sujet. Nous devons aussi aborder les questions d'éducation, de santé, d'insertion sociale et professionnelle. Nous devons penser à un large plan d'inclusion sociale et professionnelle des personnes prostituées, qui puissent leur donner accès à des mesures de prévention efficaces, à des programmes d'insertion professionnelle adaptés. L'IGAS, dont je parlais tout à l'heure, a ainsi mis en évidence un accroissement extraordinairement rapide des risques sanitaires. Cela appelle de notre part des réponses tout aussi rapides. L'IGAS rappelait ainsi que le taux de mortalité est 2 fois plus élevé chez les femmes se prostituant dans la rue par rapport à des femmes d'âge comparable. Ce chiffre doit nous ébranler. C'est une réalité insoutenable. Rien, à cet égard, ne remplace le travail des acteurs de terrain. Vous l'avez dit, Madame la sénatrice Claes, notamment ces associations qui vont vers les personnes prostituées et qui mettent en œuvre des actions de prévention qui s'intègrent à leur environnement. À cet égard, je veux vous dire que opposer abolition et protection, c'est un mauvais procès dont je ne veux plus. La réalité, c'est que d'ores et déjà, le ministère qui est le mien a renforcé les moyens dévolus à l'accompagnement des personnes prostituées. D'ores et déjà, en ces temps budgétaires contraints, j'ai voulu faire en sorte que les associations, quel que soit d'ailleurs, vous évoquiez parfois leur militantisme, quelle que soit leur position, quel que soit leur projet de société, dès lors qu'elles viennent en aide et en appui à ces personnes prostituées, puissent être accompagnées. Et je fais mienne les recommandations de l'IGAS sur la nécessité de consolider le rôle de ces associations et de simplifier leur financement. J'ai demandé à mes services de me faire rapidement des propositions sur la manière d'assurer une meilleure cohérence des financements entre le niveau national, les collectivités locales en particulier. Toujours pour suivre les recommandations de ce rapport IGAS qui était fort instructif, sachez qu'un travail spécifique est en cours de construction avec les conseils généraux pour que les dispositifs de protection qui existent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance puissent être également pleinement mobilisés pour protéger les prostituées mineures, car il y en a. Et enfin, il est prioritaire d'accroître l'effort de prévention, notamment en le rendant plus effectif sur Internet. Là aussi, la réflexion est engagée. Je serai très heureuse de vous y associer. Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur tous ces sujets, je crois que le pire danger qui guette les prostituées, c'est la division partisane. Parce que cette division partisane enferme les enjeux dans des polémiques vaines et enferme les victimes dans le silence. En prenant parfois des postures clivantes, moralisantes, nous avons pendant trop longtemps esquivé, repoussé, abandonné le travail de fond indispensable sur la politique que nous voulons. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à la somme de travail parlementaire qui a été accomplie à la fin de l'année 2011, à laquelle je tiens vraiment à rendre hommage. Je parle du travail réalisé par Guy Geoffroy et Daniel Bousquet à l'Assemblée nationale, qui a abouti à la résolution que vous savez, adoptée à l'unanimité. En conclusion, et cette fois-ci c'est une véritable conclusion, vous savez, parmi les phrases les plus définitives et les plus inutiles prononcées trop souvent dans les débats sur la prostitution, il en est une qui conduit à une profonde erreur d'analyse. Cette phrase, c'est celle selon laquelle la prostitution serait le plus vieux métier du monde. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien d'ancien dans les formes de la prostitution que nous connaissons aujourd'hui. La réalité, c'est que les prostitutions que nous connaissons aujourd'hui n'ont rien en commun avec celles d'hier, qu'elles se renouvellent et qu'elles font sans cesse de nouvelles victimes. La plus vieille histoire du monde, au fond, ça n'est pas celle d'un métier. La plus vieille histoire du monde, c'est celle que décrivait déjà Victor Hugo dans Les Misérables en 1862,
que je ne peux que vous rappeler aujourd'hui encore. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur les femmes et il s'appelle prostitution. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons réussi à construire un consensus transpartisan extrêmement précieux autour de quelques valeurs et principes d'action simples. Sachez que je mesure totalement la force de ce consensus. Comptez sur notre gouvernement pour le faire fructifier. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Laurence Cohen du groupe CRC pour 7 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, cela a été souligné par les différents interlocuteurs avant moi et par notamment Esther Benbassa, auteure de cette PPL, ainsi que Virginie Claes, rapporteure. 10 ans après la loi sur la sécurité intérieure, force est de constater son échec. Lors de nos débats en 2002, il n'est pas inutile de redire ici que le groupe CRC avait dénoncé et rejeté la stigmatisation des prostituées, donc par cette instauration du délit de racolage. Ainsi, et nous l'avons dit encore aujourd'hui, ce sont les victimes qui étaient et sont toujours criminalisées et non les réseaux de prostitution. Si l'objectif affiché était d'atteindre indirectement les proxénètes, l'objectif réel dévoilé par M. Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, était de faire cesser la prostitution qui envahit nos villes, je le cite, et nos boulevards, dans un souci de tranquillité publique pour les riverains et dans une volonté de reconduire à la frontière des prostituées étrangères. Peu importe le devenir de ces personnes, dès lors qu'elles n'apparaissent plus sur les trottoirs. Quelle hypocrisie, j'ai envie de reprendre la célèbre phrase du Tartuffe de Molière, « Cachez ce sein que je ne saurais voir ». Cette nouvelle mesure purement sécuritaire va donc à l'encontre de l'engagement de la France, pays abolitionniste, qui s'est déclaré comme tel grâce notamment à l'action de nombreuses associations, et je pense au NI et à la Fondation Céleste. Nous redisons donc avec force qu'en pénalisant et en stigmatisant les personnes prostituées, le gouvernement de l'époque se trompait de cible. 10 ans après l'adoption de cette loi, que constatons-nous ? Menacées, les personnes prostituées sont contraintes, comme ça a été dit, de quitter les principaux boulevards, les centres-villes, mais elles sont toujours aussi nombreuses. Elles se trouvent reléguées dans des endroits isolés, à la périphérie des grandes améliorations, et cet isolement, cette clandestinité leur font courir de très graves dangers, pouvant aller jusqu'à des violences mortelles, et les privent notamment de l'accès aux moyens de prévention des maladies sexuellement transmissibles et de tout accompagnement de soutien. Quelques chiffres pour illustrer mon propos, issus du rapport qui vient d'être rendu public suite à la commission d'enquête réalisée par la LDH, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats sur la situation des prostituées chinoises à Paris. 63% des femmes ont été confrontées à des retraits de préservatifs non consentis. 55% ont été victimes de violences physiques, 38% de viols, 23% de séquestration, 17% ont fait l'objet de menaces de mort. On voit là que l'idée du libre choix vole en éclats. Avec la loi votée il y a 10 ans, les personnes prostituées se trouvent toujours au cœur de multiples violences et privées de fait de leur statut de victime. Pourtant, il faut le dire et le redire ici avec force, on estime que 85 à 90%, voire 95% d'entre elles sont sous le joug de proxénètes ou de réseaux de proxénétisme. C'est donc sur ces derniers et non sur les prostituées qu'il faut concentrer les efforts de répression. Et j'apprécie particulièrement les interventions de Madame la garde des Sceaux sur ce sujet. La culture du chiffre que des syndicats de la police nationale dénoncent eux-mêmes en parlant de course au quota, de PV et de garde à vue empêche les forces de l'ordre de faire autre chose que la répression. Il est donc temps de sortir de cette approche répressive, dirigée seulement contre les victimes que sont les prostituées, pour rechercher et sanctionner en priorité les responsables de réseaux qui organisent la traite des êtres humains. La suppression du délit de racolage attendue par l'immense majorité des associations a aussi fait l'objet d'une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, selon laquelle la Convention de 2005
comme le droit pénal français prévoit que les victimes de traite ou d'exploitation doivent être exonérées de responsabilité pénale dès lors qu'elles ont adopté un comportement illicite sous la contrainte. La CNCDH rappelle avec raison que les victimes de traite ou d'exploitation contraintes à commettre des crimes ou des délits doivent être considérées avant tout comme des victimes de délinquance forcée et doivent être exonérées de responsabilité pénale pour avoir commis de tels faits, comme y invite d'ailleurs l'article 6 du protocole de Palerme. La prostitution, parce qu'elle s'inscrit toujours dans un rapport de domination, le plus souvent la domination masculine, de violence et d'humiliation, ne doit plus être considérée comme une question marginale. Cette PPL a le mérite de poser le problème, mais elle ne répond pas à l'urgence et à l'ampleur de la situation, comme l'a rappelé d'ailleurs la rapporteure Virginie Claes. Les réponses à la prostitution doivent se faire sur le fond, dans le cadre d'une loi globale qui traite au moins 3 volets, la société, le client et la personne prostituée. Pour le groupe CRC auquel j'appartiens, la prostitution n'est pas un métier, mais une violence, et nous partageons le travail d'UNI qui non seulement est sur le terrain, mais est force de proposition. Nous avions d'ailleurs déposé une PPL en 2010 qui, outre la suppression du délit de racolage, prévoyait différentes mesures sur la sensibilisation, la responsabilisation des clients, l'éducation, la prévention, ainsi que des mesures sociales en direction des personnes prostituées afin de les accompagner et leur permettre de sortir du système prostitueur. On le voit, la prostitution mérite un grand débat, car selon la réponse qu'on y apporte, mes chers collègues, elle dit beaucoup sur le projet de société que l'on porte, un projet aliénant ou un projet émancipateur. C'est ce qui plaide en faveur d'une loi globale, exprimée par 53 associations, regroupées au sein du collectif Abolition 2012. Pour elle, l'abrogation du délit de racolage ne suffit pas et n'efface pas les logiques contradictoires, voire les approches divergentes qui peuvent exister sur la question de la prostitution entre, pour le dire vite, abolitionnistes et réglementaristes. Alors que nous sommes en 2013, il est terrible de constater que la prostitution est toujours justifiée comme étant un mal nécessaire, un rempart contre le viol, un remède à la misère sexuelle d'une certaine catégorie d'hommes. Mais la réalité est tout autre. La prostitution ne fait pas baisser le nombre de viols. Au contraire, le Nevada, État américain qui a légalisé la prostitution, affiche le taux le plus élevé de viols de tous les États-Unis. C'est la démonstration que sacrifier des personnes pour prétendre protéger les autres est une idée reçue, une hypocrisie, une violence institutionnelle qu'il faut éradiquer. Nous prenons donc cette PPL comme une première étape qui doit être suivie rapidement par une loi globale pour conforter les associations, pour trouver des réponses aux situations vécues par celles et ceux que l'on prostituait. Pour notre part, nous considérons le rapport d'information de nos collègues Daniel Bousquet et Guy Geoffroy, qui s'appuie sur le travail d'associations de terrain, sur l'intervention reconnue d'organisations et d'élus politiques, dont les communistes, comme une référence. Avec 30 recommandations pour une politique globale, cohérente et respectueuse de l'engagement abolitionniste de la France, il y a matière, mes chers collègues, à légiférer et à apporter une réponse globale à la prostitution. Les interventions des 2 ministres, Mme Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem, me semblent tout à fait aller dans ce sens et c'est un point d'appui extrêmement positif. Je vous remercie. Merci Madame Cohen. La parole est à Chantal Joanneau du groupe UDI-UC pour 8 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je suis clairement abolitionniste et je le revendique comme tel. Je veux éradiquer toutes les règles qui permettent de maintenir le système prostitutionnel. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Alors pas en public, parce qu'en général on fait très attention, plutôt des chuchotements discrets dans des couloirs. Comme vous, c'est le plus vieux métier du monde. Bah oui, regardez donc, il n'y a pas un seul pays qui a réussi à éradiquer la prostitution. Mais je pourrais même répondre qu'il n'y a pas un seul pays qui a réussi à éradiquer les violences faites aux femmes et pas un qui a réussi à éradiquer la pédophilie. Est-ce que ça fait pour autant des actes tolérables? On me dit aussi, ah ça on l'entend, c'est un mal nécessaire. Et oui, mesdames, il faut se sacrifier pour assouvir l'irrépressible besoin sexuel de certains. Mais la violence sexuelle n'est pas un besoin. La violence sexuelle, c'est une pathologie. Et la prostitution n'est pas un commerce, c'est une exploitation sexuelle. Troisième discours, soyez libéral. C'est vrai que ça va bien à droite.
Laissons-leur la liberté d'être travailleuses du sexe. Et on nous dit, gardez-vous de la moralisation. Certes, ça c'est la théorie. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que pour moins de 5, peut-être 10, allons, soyons larges, 10% qui vont choisir cette vie, il y a 90% pour qui c'est de la violence, ce sont des viols, c'est une exploitation. Et les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, les chiffres de Médecins du Monde, les chiffres de l'IGAS sont très clairs sur ce sujet. C'est un business mafieux et probablement le deuxième le plus rentable derrière le trafic d'armes. Mais finalement, tout ça, nous le savons. Et le client, l'honnête client, parce qu'ils sont nombreux les clients, Madame Claes, un Français sur 5 dit avoir eu une relation sexuelle tarifée. Ce client, il se bouche le nez, il ferme les yeux, il ferme les oreilles comme les petits singes. Pourquoi? Peut-être parce que dans 80-90% des cas, ce sont des femmes. Ce sont des femmes immigrées en situation illégale, ou alors des homosexuels, ou alors des transsexuels. Finalement, peut-être des personnes qui, pour certains, n'auraient pas le même droit à l'humanité et donc le même droit à la dignité que les autres. Et c'est ça qui me choque profondément. Alors aujourd'hui, il faut vraiment faire attention de ne pas donner de mauvais signaux. Je suis d'accord avec l'objectif central et le principe central qui est d'abolir le délit de racolage passif institué en 2003. Et je le dis avec d'autant plus de sincérité que j'ai écrit ces discours, mais avec une vraie sincérité à l'époque, qui était un système théoriquement équilibré entre ces dispositions et des mesures de protection pour les femmes, pour les prostituées, qui dénonceraient leurs proxénètes. La réalité, c'est que ça n'a pas été appliqué comme tel, que ces mesures sont restées dans la plupart des cas lettre morte pour des raisons diverses, pas par malveillance des services de police, et que ce délit n'a pas permis d'accroître les procédures contre les proxénètes. À l'inverse, la situation des personnes prostituées s'est aggravée puisqu'elles ont dû s'éloigner des lieux publics, tandis que les clients, eux, ont pu continuer à faire leur marché avec leur bonne conscience. Deuxième conviction, nous ne devons pas traiter isolément l'abolition de ce délit. Ça a été rappelé par plusieurs. Moi, je vous dis, j'ai une crainte, une énorme crainte, Mesdames les ministres. Une fois ces dispositions passées, que se passera-t-il? Est-ce qu'on va oublier la suite? Est-ce qu'on aura le courage d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on aura laissé comme seul message un contre-message finalement dans l'esprit de certains, pas le nôtre, mais la manière dont il pourrait être lu, un allègement des mesures? Alors pourquoi ne pas attendre tout simplement la fin de l'année? Notre rapport avec M. Godefroy, il sera prêt au mois de septembre. Idem pour la délégation aux droits des femmes, même avant. Le rapport de l'Assemblée nationale, il est prêt. On a un énorme travail qui a été fait avec M. Geoffroy et avec Mme Bousquet. Un énorme travail. On connaît le sujet. Troisième conviction, je ne crois pas du tout qu'il soit opportun de remplacer l'abrogation de ce délit par une contravention. Pourquoi? Parce qu'on continue à faire peser la responsabilité sur les victimes et pas sur les coupables. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur ce sujet est très claire. Il ne faut pas de droit d'exception, parce que la prostitution est une exploitation sexuelle. Il faut tordre le cou au mythe d'Adam et Ève. Ce n'est pas parce qu'il y a des prostituées sur la rue qu'il y a des clients, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se joue. Et surtout, n'envoyons pas un message toujours le même. Le client de la prostitution est un homme respectable, tandis que la victime, elle, serait coupable. Si on veut vraiment éradiquer ces réseaux, on s'appuie texto sur la résolution qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en décembre 2011, qui propose la responsabilisation, donc la culpabilisation du client, mais également la protection des prostituées, parce que malheureusement, notre législation n'est pas exactement la même qu'en Italie, et j'ai pas mal d'amendements sur le sujet. Et quatrième message que je voudrais vous transmettre, je m'inscris dans la lignée de toutes les personnes qui sont intervenues. En réalité, il n'y a pas vraiment ici de politisation et de divergence de fond. Ne nous trompons pas de message, n'envoyons pas un mauvais message à la société. Les réseaux nous regardent, ça c'est sûr. Ils nous regardent très attentivement, ils sont très intelligents. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le développement de la prostitution étudiante, pour des raisons liées à la précarité, et parce que la tarification des rapports sexuels, pour certains, n'est plus un problème, ce qui est extrêmement préoccupant. La prostitution sur Internet, extrêmement préoccupante. Donc ne banalisons pas le sujet.
Lutter contre l'exploitation sexuelle, ça n'est pas moraliser la société, c'est lutter contre l'exploitation sexuelle, ni plus ni moins. Et quand une grande marque de luxe, parce que ça je ne vais pas le laisser passer, quand une grande marque de luxe, n'est-ce pas Laurence, fait l'apologie de la prostitution pour vendre sa dernière collection, il ne faut pas laisser passer, c'est pas anodin, ils franchissent la ligne rouge. Alors, si mes amendements ne sont pas adoptés, je ne voterai pas ce texte, mais je ne voterai pas contre, je m'abstiendrai. Parce que j'estime que voter cette seule disposition pourrait être un mauvais message. Et je veux juste rappeler que tout le monde a voté à l'unanimité et salué la proposition de résolution à l'Assemblée nationale en décembre 2011 qui réaffirmait notre position abolitionniste et la responsabilité du client. On a de quoi agir. On doit être à la hauteur de notre conscience éthique. J'ai bien noté cette phrase, je l'aime beaucoup. Donc ma seule question, Madame la Ministre, irez-vous jusqu'au bout? Aurez-vous le courage d'aller jusqu'au bout, d'inverser la charge de la preuve et de faire peser la culpabilité et la responsabilité non seulement sur les proxénètes, mais aussi sur les clients de la prostitution? Et je vous remercie. Merci Madame Joanneau. La parole est à Stéphane Mazard du RDSE pour 6 minutes. Oui, Madame le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Le 13 novembre 2002, le ministre de l'Intérieur de l'époque, chargé de défendre le projet de loi pour la sécurité intérieure, déclarait dans cet hémicycle que la création du délit de racolage passif était destinée à protéger les personnes prostituées, ajoutant même l'argument est lumineux dans sa simplicité. Pour simple que soit cet argument, pour ne pas dire simpliste, nous ne pouvons que constater, 10 ans plus tard, que les objectifs n'ont pas été atteints, et bien au contraire. Il faut se souvenir que la loi du 18 mars 2003 avait été débattue dans un contexte particulier, où le sentiment dit d'insécurité réel ou ressenti était brandi comme un totem pour justifier un durcissement de notre droit pénal sans autre approche que celle de la répression. Il s'agissait déjà d'appliquer une méthode qui, hélas, fit florès par la suite, à savoir répondre par une loi à un fait divers ou encore légiférer non pas par la raison, mais par l'émotion. Nous savons à quel point cette façon d'élaborer notre droit est inefficace et que ce soit pour lutter contre les réseaux de prostitution ou pour lutter contre les autres infractions. La situation de la prostitution dans notre pays est complexe à appréhender dans la mesure où les formes mêmes de la prostitution sont multiples, en particulier depuis l'explosion d'Internet. Le nombre de personnes prostituées est d'ailleurs sujet à débat. Selon l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, il y aurait aujourd'hui entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées dans notre pays. Un chiffre contesté par le syndicat du travail sexuel qui, lui, l'estime le plus proche de 300 000 personnes. Dans tous les cas, ces personnes, et cela a été dit, sont des personnes souvent d'origine étrangère et en tout cas victimes de réseaux criminels. Le racolage passif a été incriminé par notre droit en 1939 avant d'être délictualisé par la loi Marthe-Richard de 1946. Ramené à une simple contravention en 1958, il fut supprimé en 1994, et ce en raison de l'imprécision de ces éléments constitutifs qui rendaient en pratique la poursuite de ce délit impossible. Le rétablissement de ce délit en 2003 ne s'est pas accompagné des outils juridiques permettant de lutter efficacement contre les réseaux mafieux de prostitution apparus dans les années 90. Le postulat de départ était plutôt de vider la voie publique des personnes prostituées, affichant un comportement considéré alors comme outrancier ou dérangeant, et ainsi faire comme si la prostitution avait été éradiquée puisque désormais rendue invisible. Certes, la diminution de la visibilité de la prostitution sur la voie publique a été patente dans les 2 premières années, mais ce constat s'est rapidement inversé dès lors que le nombre de personnes mises en cause et le taux de poursuite n'ont cessé de diminuer. Le nombre de condamnations pour racolage passif s'est, lui, effondré, passant de 1000 condamnations en 2005 à 206 en 2009. La grande majorité des peines prononcées sont désormais des amendes, tandis qu'en 2009, seuls 30 cas ont abouti à une peine d'emprisonnement dont la grande majorité assortie d'un sursis. On constate aujourd'hui que les parquets, cela a été dit par Madame le garde des Sceaux, utilisent de façon presque systématique les alternatives aux poursuites pénales, comme le rappel à la loi. Mes chers collègues, on ne résout pas un problème social, comme le sort des personnes prostituées exploitées, simplement en le mettant hors de portée de vue.
Le rapport d'information sur la situation de la prostitution d'avril 2011 de notre collègue député Guy Geoffroy, pourtant membre de l'ancienne majorité, dresse un bilan accablant du délit de racolage passif depuis sa mise en place. Bien à rebours de l'intention initiale du législateur, ce délit a engendré des effets pervers qui n'ont fait globalement qu'aggraver la situation des personnes concernées. Comme cela a déjà été dit, la répression du racolage passif n'a fait que déplacer les lieux de prostitution, sans effet réel sur le niveau des activités, vers les zones périurbaines, où les personnes prostituées se retrouvent davantage exposées à des risques d'agression. De surcroît, le statut de délinquante dont sont affublées désormais ces personnes les place en situation de fragilité et d'infériorité face aux clients ou aux proxénètes qui exercent sur elles chantage et menaces. Il en résulte que l'effet le plus notable a été le renforcement de l'influence des réseaux de proxénètes. En effet, la fragilisation des personnes prostituées, notamment si elles sont rentrées de façon clandestine sur le territoire français, en contractant souvent une dette de passage, les oblige à se placer sous la dépendance de proxénètes. Enfin, on ne peut naturellement passer sous silence les grandes difficultés d'accès aux soins et les conditions d'hygiène dramatiques dont pâtissent ces personnes. Je tiens d'ailleurs ici à saluer le rôle des associations qui œuvrent dans un contexte difficile pour faire passer des messages de prévention et assurer une prise en charge sanitaire et sociale indispensable. Madame la ministre, Madame les ministres, vous avez annoncé la présentation prochaine d'un projet de loi sur la prostitution. Les membres de mon groupe s'en réjouissent, car c'est bien une politique globale des pouvoirs publics qu'il convient aujourd'hui de fixer. Une politique, bien sûr, de lutte contre les réseaux d'exploitation des personnes prostituées, mais, cela a été dit également, aussi de meilleure prise en charge sanitaire et sociale de ces mêmes personnes. La seule abrogation du délit de racolage passif, pour indispensable qu'elle soit, ne peut constituer une fin en soi, comme le démontrent nos débats. Il est d'ailleurs significatif que 53 associations de soutien aux personnes prostituées se soient prononcées contre le présent texte, estimant que l'abrogation seule du délit de racolage ne réglera aucunement la question de la précarisation des personnes prostituées. Au contraire, toujours selon ces associations, elle risquerait de fragiliser le travail visant à reconnaître la violence que constitue la prostitution. La réflexion doit donc se poursuivre et je pense en particulier à la question de la pénalisation des clients. Question délicate, qu'il est en tout cas prématuré de trancher ici et maintenant. Pour notre part, nous sommes conscients que l'immense majorité des personnes prostituées sont d'abord des victimes. Notre groupe approuvera donc ce texte pour envoyer un signal politique fort et rapide, et conformément aux positions qui avaient déjà été celles du Parti radical de gauche en 2003, qui s'était opposé à l'instauration du délit de racolage passif. Mais nous attendons, et cela a été dit, surtout que le gouvernement se mobilise sur cette question pour apporter une réponse globale, cohérente et plus protectrice de la dignité des personnes prostituées. Vous savez que vous pourrez compter sur la représentation nationale et nous savons, nous, que nous pourrons compter, Mesdames les ministres, sur votre détermination. Merci, Monsieur Mazars. La parole est à André Gattolin, du groupe écologiste, pour 6 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et dont ma collègue Esther Benbassa est l'auteur ne poursuit qu'un seul objectif, celui d'abroger un délit inutile et inefficace, le délit de racolage public. Si certains ont pu considérer que cette proposition de loi était examinée dans la précipitation, il nous semble au contraire que les 10 années d'existence de ce délit ont permis d'en dresser un bilan et que les auditions menées par notre collègue Virginie Claes ont montré qu'au-delà des considérations idéologiques ou politiques, le consensus existe autour de la nécessité d'abroger ce délit. Je dirais même, mes chers collègues, qu'il y a urgence à le faire. Certains de mes collègues l'ont rappelé, le délit de racolage a été instauré par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003. Au moment de son adoption, cette disposition poursuivait 2 objectifs. D'abord, répondre aux demandes des riverains en matière de nuisances et ensuite, lutter contre la traite et les réseaux de proxénétisme. Il ne s'agit pas ici et maintenant d'engager le débat sur la prostitution en général ou de faire s'affronter partisans de l'abolition et partisans de la réglementation. Vous le savez, mes chers collègues, les écologistes sont, j'allais dire par nature, ceux qui portent le combat contre la marchandisation du vivant, de l'humain et des corps.
Notre position dans ce débat part donc simplement d'un constat. Loin de remplir les objectifs précités, cette disposition de 2003 a causé des ravages en termes de santé publique et de sécurité des personnes prostituées, et il s'agit d'en tirer les conclusions qu'il s'impose. Les hommes et les femmes qui se prostituent dans notre pays sont en danger. Par peur de se voir arrêtées, placées en garde à vue et pour nombre d'entre elles reconduites à la frontière, les personnes prostituées ont été amenées à s'isoler et à se marginaliser ou à être marginalisées de plus en plus. Chassées de leur lieu habituel de prostitution, elles ont été contraintes d'exercer dans des conditions sanitaires et sécuritaires déplorables. L'effet réel de la loi de 2003 a été de faire passer la prostitution du stade visible de l'espace public au stade invisible, souterrain, surprécarisé et toujours plus associé à certaines pratiques criminelles, trafic en tout genre, violences physiques répétées, etc. Je voudrais m'arrêter un instant pour illustrer devant vous cette problématique de l'invisibilité qui entoure actuellement la prostitution en France. Les données quantitatives dont nous disposons à ce sujet sont rares et peu fiables. Elles conduisent à sous-évaluer totalement l'ampleur du phénomène de la prostitution dans notre pays. En France, le nombre de prostituées est évalué à environ 20 000 personnes, quand en Allemagne, les estimations faites à ce sujet parlent de 400 000 prostituées. Concernant les clients de la prostitution, ceux-ci seraient, selon les dires des enquêtes par sondage et réalisées sur une base déclarative, d'environ 500 000 clients par année. Notre pays serait donc en la matière particulièrement vertueux, ou alors nos concitoyens particulièrement honteux et peu sincères à ce sujet. J'opte plutôt pour la deuxième solution. Toujours selon ces chiffres et en tenant compte d'une fréquence moyenne et plausible de 3 actes sexuels tarifés par client et par an, cela signifierait que les 20 000 prostituées de notre pays effectueraient en moyenne guère plus de 5 actes sexuels tarifés par mois. Le simple bon sens économique souligne à lui seul le caractère absolument farfelu des données statistiques à notre disposition. Plus sérieusement et de manière malheureusement plus dramatique encore, l'isolement et la marginalisation accrue depuis 2003 ont eu pour effet de rendre les personnes prostituées plus vulnérables et moins à même de négocier le port du préservatif. Il a également conduit de nombreuses personnes prostituées à exercer sur Internet dans un isolement souvent propice aux agressions. Dans le même sens, toutes les associations de terrain qui viennent en aide aux prostituées et qui sont souvent le seul appui pour celles et ceux qui veulent s'en sortir ont constaté qu'elles avaient plus difficilement accès aux lieux de prostitution et que leur action s'en trouvait largement entravée. Selon ces associations, le nombre de personnes infectées par le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles aurait significativement augmenté depuis l'application de la loi. La délictualisation du racolage a également eu un effet stigmatisant dévastateur. Alors que notre droit ne pénalise pas la prostitution, celles et ceux qui la pratiquent sont considérés comme des délinquants et peuvent être placés en garde à vue dans des conditions souvent déplorables. On a alors peine à croire ceux qui soutiennent que cette disposition est un outil de lutte efficace contre la traite des êtres humains et les réseaux de proxénétisme. Suivant le rapport de ma collègue Virginie Claes, les statistiques montrent l'absence de lien évident entre la création du délit de racolage et une augmentation du nombre de condamnations pour proxénétisme. Quant aux problèmes liés aux nuisances causées par la présence de nombreuses personnes prostituées dans certains quartiers, il convient de rappeler qu'il existe dans notre droit des contraventions pour exhibition sexuelle et troubles à l'ordre public qui devraient suffire. 10 ans après l'adoption de ce texte, le constat est donc sans appel. Le délit de racolage public n'a aidé aucune personne prostituée. Il a échoué à protéger les victimes de la traite. Il n'a eu que très peu d'effet dans la lutte contre les réseaux. Je veux le redire, notre proposition de loi aujourd'hui ne se place pas sur le terrain de l'idéologie et nous nous réjouissons qu'un travail de réflexion plus large va prochainement être engagé sur la question. Sur tous ces aspects qui devront être envisagés, ce sont la prévention, les soins, l'accès aux droits, l'insertion qui devront être étudiés. Le travail permettra alors à tous de s'exprimer et d'être entendus. Chacun pourra faire valoir sa position et le débat promet d'être passionnant. En l'état et devant l'urgence de la situation sanitaire et sociale de la prostitution, nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes simplement aujourd'hui, pour paraphraser Albert Camus, à chercher à sauver les corps.
Madame la ministre des Droits de la Femme, je ne doute pas de votre engagement. Je sais que le travail a déjà commencé, mais cette répression des personnes prostituées n'a que trop duré et il est nécessaire aujourd'hui d'y mettre un terme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Joëlle Garriaud-Maylam de l'UMP pour 8 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Pardon, Madame la Présidente, pardonnez-moi, excusez-moi, je suis en plein jet lag. La prostitution a toujours pris des formes diverses. Elle est plus ou moins apparente, elle est plus ou moins consentie, mais toujours elle tend vers un même but, effacer des individus tout ce qui fait appel à leur humanité pour faire de la victime un objet et du client un consommateur. Finalement, dans sa forme la plus structurée, la prostitution n'est rien d'autre que de l'esclavagisme, où les prostituées, hommes et femmes, sont réduits à l'obéissance par des procédés divers, tromperie, corruption, violence, contrainte, menaces, privation de liberté, et ce dans un seul objectif, s'enrichir par l'exploitation mercantile des vices de notre société. Par ailleurs, et comme ce fut le cas pour la traite des esclaves, nous faisons face à un réseau international tentaculaire dont le bétail, j'utilise ici à dessein le vocabulaire du milieu pour que l'on comprenne bien à quel marché crapuleux on a affaire, donc le bétail, disais-je, provient d'Europe de l'Est, du Maghreb, d'Afrique noire. Ainsi, nous avons tous conscience ici que la prostitution est une tragédie pour tous les défenseurs de la dignité humaine et que par conséquent, à chaque fois que dans ce domaine les pouvoirs publics reculent, c'est en même temps toute l'humanité qui régresse. Le droit international partage d'ailleurs ce constat, puisque l'Organisation des Nations Unies, par le biais de son Assemblée générale, a procédé à l'adoption le 15 novembre 2000 d'une convention contre la criminalité transnationale qui condamne la traite des êtres humains et, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle. Cette position est également celle retenue par le Conseil de l'Europe dans la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005. Ainsi, Madame Benbassa, je crois que nous partageons le diagnostic de ce fléau. Malheureusement, nos réflexions empruntent deux chemins bien différents, au terme desquels nous établissons des conclusions qui ne peuvent se rejoindre. Sur le fond, voilà ce qui nous oppose. Vous souhaitez abroger ce texte parce que vous le jugez inefficace. À l'appui de nombreux rapports, vous dites que, je cite, « Pour l'année 2009, 2315 personnes ont été mises en cause pour racolage actif et passif, seulement 465 ont été mises en cause pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, et aucune d'entre elles n'a été condamnée. Quant au mécanisme prévoyant de régulariser des victimes du proxénétisme en échange de leurs témoignages, ce sont seulement 79 personnes qui en ont bénéficié, et en conclusion, vous retenez alors que la législation actuelle a échoué tant dans sa mission de protection des victimes du proxénétisme que dans la lutte menée contre les réseaux. Je ne reviens pas sur les conditions de garde à vue que vous estimez problématiques. Depuis la loi du 14 avril 2011, de nombreuses réformes ont été adoptées afin d'améliorer et d'encadrer l'exécution de la procédure de garde à vue. Depuis, nous sommes en parfait accord avec la Convention européenne des droits de l'homme et sur la base de ces mêmes données, je crois pouvoir établir d'autres conclusions qui ne me semblent pas moins fondées. Le faible taux de mise en cause dans les affaires de racolage passif et actif, 2315 personnes, ne signifie pas que ce phénomène est dérisoire, mais au contraire qu'il est bien plus insidieux et difficile à identifier qu'on ne l'imagine. Dans un dossier du magazine Histoire de janvier 2013 consacré à la prostitution, nombre de prostituées, hommes ou femmes, expliquent que ce qui les a conduits à s'adonner à cette pratique. Ainsi, un coursier de 17 ans expliquait qu'avec plus de 5 000 € par semaine, lui qui était fainéant avait trouvé un moyen facile de gagner de l'argent. Le Nouvel Observateur faisait d'ailleurs état de ce phénomène lorsqu'il évoquait, dans un article en date du 12 novembre 2012, les nouveaux visages de la prostitution des jeunes à Paris. Il constatait l'augmentation des phénomènes pré-prostitutionnels qui poussent un nombre croissant de jeunes à échanger des faveurs sexuelles contre des moyens de subsistance, foyers alimentaires,